Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies publié le 14 novembre dernier, la dette extérieure des pays africains franchira les 89 milliards de dollars. La dette extérieure, goulot d'étranglement en Afrique. L'analyse de la rédaction à suivre. Le focus éducation de ce mardi fait un zoom sur la faculté des sciences économiques et de gestion. Retard académique, pléthore d'étudiants, l'équation est difficile à résoudre. Pour avoir la simple licence, tenez-vous bien, il faudrait plus de 5 années de cours. Après les législatives au Sénégal, quels sont les grands chantiers qui attendent le PASTEF qui a promis une rupture systémique? Nous aurons l'avis des Sénégalais dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le service de la dette extérieure des pays africains atteindra un montant record de 89,4 milliards de dollars en 2024, ce qui risque de compromettre la capacité du continent à utiliser la marge de manœuvre budgétaire pour investir dans les objectifs de développement durable. On en sait davantage avec Paul Yapinguesson. Le rapport précise que ce coût du service de la dette extérieure, le plus élevé de l'histoire du continent, est essentiellement imputable aux taux d'intérêt élevés qui sont pratiqués par les marchés de capitaux internationaux. Une situation lourde de conséquences pour les économies africaines. Ça veut dire que d'abord que la dette publique africaine est en train d'obérer les finances publiques des pays africains. Car comme vous le savez, cette année seulement en 2024, l'Afrique va payer 163 milliards de dollars américains en service de la dette, c'est-à-dire uniquement pour les intérêts qui sont liés à la dette. C'est énorme parce que si on voit les risques encourus en Afrique par rapport aux autres régions, ça ne se justifie pas que les Africains payent plus cher que les autres. La part du reversement des intérêts dans les recettes publiques a flambé au cours de la décennie écoulée dans la plupart des pays, d'où des conséquences pour le continent africain assujetti aux conditions de ces marchés. Des conséquences très graves pour l'économie africaine parce que, vous savez, la dette, c'est elle qui permet de financer en partie les projets de développement et une partie des déficits budgétaires de nos États, c'est-à-dire quand les dépenses budgétaires sont supérieures aux ressources budgétaires. Mais vous savez, il y a quand même un ratio assez important au niveau de l'encours de la dette, c'est-à-dire ce qui reste à payer de la dette publique par rapport au produit intérieur brut, c'est-à-dire par rapport à votre revenu national. Si cela dépasse 70% dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, vous êtes considéré comme endetté. Et actuellement, vous savez, il y a 27 pays africains qui sont soit surendettés, soit en passe d'être surendettés. Donc ça veut dire que nous sommes sur une très mauvaise trajectoire, alors qu'il y a 10 ans, il n'y avait que 6 pays. Il faut un changement de paradigme, il faut une réforme de l'architecture financière internationale pour qu'on puisse financer le développement avec des prêts à long terme, avec des courtes durées, mais aussi avec des taux d'intérêt raisonnables. Le rapport recommande dans ce cadre une meilleure mobilisation de ressources intérieures à travers un renforcement des marchés de capitaux locaux, ainsi qu'une réforme de l'architecture financière internationale existante qui n'est pas conçue pour satisfaire les besoins urgents d'investissement des pays africains dans les objectifs de développement durable et dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans son rapport du mois de septembre, la Direction nationale du développement social, en partenariat avec l'OIM, révèle que le nombre de personnes déplacées internes au Mali a augmenté. Il s'agirait de plus de 47 650 individus en seulement 3 mois. Ibrahim Babi. Parmi ces personnes déplacées, 58% sont des personnes vulnérables, des femmes et des enfants. Cette hausse alarmante résulte de l'insécurité persistante et des catastrophes naturelles. La montée des violences armées dans le centre et le nord, aggravée par des affrontements entre les forces gouvernementales et les groupes armés non étatiques, explique une grande partie de ces déplacements forcés. Les tensions intercommunautaires dans des zones comme Mopti et Gao ont également joué un rôle important, tandis que les inondations entre juin et septembre ont touché 17 772 personnes dans les régions de Ségou, Gao, Bamako et Koulikoro. Les régions les plus affectées par cette crise humanitaire sont Ménaka avec 74 216 déplacés, Mopti avec 65 240 et Gao avec 54 021, représentant plus de la moitié des déplacés. Par contre, selon OCHA, une hausse de 36% des contraintes d'accès humanitaire est signalée entre septembre et octobre 2024. La violence contre les acteurs humanitaires a aussi augmenté, contraignant l'ONG Médecins sans frontières à suspendre temporairement ses activités de la région de Ségou.
ce qui a privé d'assistance des personnes vulnérables dans le besoin. Le rapport de la Direction nationale du développement social souligne que sur les 58% des déplacés, les enfants de moins de 18 ans constituent également 58% de cette population vulnérable. En dépit des efforts d'assistance, la nourriture demeure une priorité pour 95% des sites, suivis par les abris, l'eau potable et les soins médicaux. Les maladies telles que le paludisme et la diarrhée continuent de sévir dans ces sites où les conditions sanitaires restent précaires. Le rapport couvre la période de juin à septembre 2024 et a été réalisé dans 132 sites répartis principalement dans les régions du nord et du centre du pays, dévoilant une situation critique qui nécessite une action rapide et coordonnée. Je vous amène sur la colline du savoir. La pléthore d'étudiants dans les universités publiques depuis quelques années pose d'énormes problèmes et crée des chevauchements dans les années académiques au niveau de certaines facultés, notamment la FSEG, entraînant un retard académique considérable qui impacte les étudiants. Soumaïla Fane nous en parle. Depuis l'avènement du système LMD, les retards académiques dans les universités publiques du Mali sont de plus en plus fréquents dans certaines facultés. À la FSEC notamment, qui est la plus grande faculté avec plus de 40 000 étudiants, les bacheliers de 2019 n'ont toujours pas terminé avec leur cycle de licence. Moi, je suis de la promotion 2019. Normalement, c'est fin 2020-2021, on devrait finir. Mais maintenant, nous sommes en 2024. À l'heure où nous en sommes, on ne sait même pas quand est-ce que nous allons finir. Parce qu'au lieu de 3 ans, maintenant ça fait plus de 5 ans que nous sommes là. Donc démarrer les cours en 2022 et il y a eu maintenant l'événement du coronavirus. En plus, de 2019 maintenant à 2024. Donc jusqu'à présent, on est là. Donc c'est quelque chose quand même qui n'est pas facile. Et vraiment, nous, on a été vraiment victimes de ce phénomène. Plusieurs facteurs, notamment la pléthore surtout, sont des causes de cette situation. Nous avons été impactés par les réformes qui sont intervenues au niveau des lycées. On a créé des terminales sciences éco au niveau de l'enseignement secondaire. Ces terminales-là aujourd'hui constituent la majorité de l'effectif des lycées. Alors que l'air débouché naturel, c'est notre faculté, quoi. Donc ce qui fait que ces dernières années, les flux que nous recevons n'ont arrêté d'augmenter. Donc on est face à un problème de sureffectif qui est combiné à un manque d'infrastructures. Ce retard académique auquel des milliers d'étudiants sont confrontés compromet leur avenir. Normalement, quand même, aujourd'hui, si les choses se passaient comme les gens nous le souhaitent, donc certains devaient, peut-être, ça devait trouver certains déjà au niveau master parce qu'on devait terminer en 2022 en fait. Ça nous a retardé vraiment. Normalement, on devrait faire master 2. Mais regarde, jusqu'à présent, nous sommes en 3e année, S6. Donc, ce n'est pas normal. À l'heure où nous en sommes, on devrait être dans les stages, où certains même devraient avoir du travail. Mais nous sommes en retard par rapport à tout ça. Conscientes de cette situation, les nouvelles autorités de cette faculté ont mis en place un plan d'action pour la normalisation de l'année académique. Quand nous arrivions, alors, nous avions trouvé 6 promotions entassées. La promotion 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Et donc, à la suite de ça, nous avons élaboré un plan d'action de normalisation des sorties des crises. Je peux dire qu'aujourd'hui, en une année déjà, on a pu faire sortir la promotion 2017-2018. Et nous prévoyons aussi la sortie et 2 autres promotions, promotion 2019 et 2020 d'ici la fin de l'année. Donc, ça veut dire que en une année, nous pourrions faire sortir 4 promotions. Ce processus en cours permettra de normaliser l'année académique en 2025 au dire du doyen de la faculté, surtout que les bacheliers de l'année 2024 ont commencé les inscriptions pour leur rentrée universitaire prévue en janvier prochain. L'actualité sur un tout autre registre. Ce mardi 26 novembre, les travailleurs de Orabank ont observé un arrêt de travail de 8h à 10h du matin pour revendiquer une amélioration de leurs conditions de travail. Janaba Samake nous donne plus d'explications. Les agents de Orabank ont tenu ce sit-in pour revendiquer une amélioration de leurs conditions de travail. Ils sont sortis massivement ce matin pour manifester leur mécontentement sur quelques points.
comme leur contrat d'assurance maladie. L'assurance maladie, on ne joue pas avec. La vie est sacrée. C'est la moindre des choses qu'on peut faire pour les employés. L'accord d'établissement pour avoir un cadre idéal et même pour le développement du personnel et même de l'entreprise, il est nécessaire des fois qu'on essaye de mettre un accord d'établissement afin d'améliorer la vie des travailleurs. Les syndicats disent avoir entamé des démarches auprès de la direction afin qu'un consensus soit trouvé autour des points de revendication. Mais cela n'a malheureusement pas abouti à grand-chose. Jusque là où nous sommes, on n'a pas reçu un retour de la direction générale. On attend, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles. C'est pourquoi on a voulu en un premier temps essayer d'observer un sitting au lieu d'aller directement à une grève, afin d'éviter l'extrémité. On pouvait lire sur les pancartes « Plan de carrière ». On veut notre accord d'établissement, avancement ou reclassement après la validation du diplôme. Ne touchez pas à notre assurance maladie. L'administration, contactée par nos soins, n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, célébrée le 25 novembre, le rapport publié par ONU Femmes et l'ONU-DC, intitulé Féminicide en 2023, révèle que le féminicide, la forme la plus extrême de violence à l'égard des femmes et des filles, est omniprésent dans le monde. Qu'en est-il réellement de ces violences au Mali? Tentative de réponse dans cet élément signé Assitoumani Koulibaly. La violence à l'égard des femmes s'est intensifiée dans le monde. Une femme est tuée chaque 10 minutes selon l'ONU. En 2023, au moins 51 100 femmes ont été victimes de violences de genre ayant conduit à leur assassinat, souvent commis par un partenaire ou un membre de leur famille. Une femme est tuée toutes les 10 minutes selon les données révélées par 2 agences des Nations Unies. Ces chiffres rappellent l'ampleur de ce fléau mondial alors que le monde observe ce 25 novembre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Selon le rapport, c'est en Afrique que le nombre de meurtres commis par des partenaires ou des membres de la famille a été le plus élevé en 2023 avec 21 100 victimes. Au Mali, les femmes continuent de subir plusieurs formes de violence avec des hausses de cas chaque année. Ce que beaucoup ignorent, ce sont les violences émotionnelles et les violences morales. Et c'est ce qui ont vraiment de graves conséquences sur la mentalité, sur le vécu de tous les jours de toutes les femmes. Donc c'est important que maintenant nous pensons vraiment à faire en sorte que ces types de violences-là soient reconnus et qu'il y ait quand même des stratégies pour aider les femmes. Nous enregistrons beaucoup sur les cas d'agression physique, les cas de violence émotionnelle qui sont vraiment négligés au Mali et qui constituent un frein pour le développement. Les cas de violence basées et les cas de violence émotionnelle sont les formes de violence que nous enregistrons fréquemment et plus les cas de viol. Le poids de la tradition fait qu'il est difficile pour les personnes violentées de dénoncer leur bourreau. Mais certaines s'arment de courage pour le faire afin que justice leur soit rendue via certaines organisations non gouvernementales. Les actions vont dans le sens des renforcements de capacités, des prises en charge juridiques et judiciaires que nous faisons, des référencements en commun accord avec les partenaires de WILDAF, tel One Stop Center. Et parlant des renforcements de capacités, ces renforcements vont dans le sens d'aider les survivantes à briser le silence. Donc c'est important qu'on en parle et que les femmes sachent que au niveau des One Stop Center, par exemple, ils peuvent avoir accès à des gens comme ça, mais ils vont aussi avoir des gens des psychologues, des psychiatres qui peuvent les aider. Selon le rapport 2021 de l'INSTAT, en 2018, plus de femmes de 15 à 49 ans ont subi la seule violence physique, soit 190 cas, et à la fois la violence physique et sexuelle avec 128 cas, que de femmes n'ayant subi que seulement la violence sexuelle avec 13 cas.
Ainsi, la proportion de femmes ayant subi des violences physiques passe de 33,6% pour celles âgées de 15 à 19 ans à 48,2% pour celles dont l'âge est compris entre 30 et 39 ans, avant de baisser de 48,2% à 45% pour les tranches d'âge de 40 à 49 ans. Direction le Sénégal. Avec plus de 78% des sièges obtenus, le PASTEF est désormais le parti majoritaire au Parlement sénégalais. Cette victoire devrait donner les coups de franche au nouveau régime pour déployer son programme de réforme. Aminata Keïta. 130 sièges sur 165. Selon la Commission nationale de recensement des votes du Sénégal, c'est le nombre de sièges remportés par les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, lors des législatives du 17 novembre 2024. Une victoire écrasante pour le parti au pouvoir qui prend désormais le contrôle des appareils exécutifs et législatifs. La large majorité absolue du PASTEF devrait favoriser la mise en œuvre par l'exécutif du projet qu'il a porté au pouvoir en mars dernier, notamment son agenda de rupture et de justice sociale. Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé en Conseil des ministres que le PASTEF entend désormais mener une transformation systémique, cohérente et pragmatique du Sénégal. Pour lui, l'urgence est de traiter les questions économiques et sociales comme la cherté de la vie et le chômage, la relance de l'économie, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, du tourisme, des mines et des hydrocarbures. Pour beaucoup de Sénégalais, en revanche, l'heure est désormais venue pour le PASTEF d'arrêter les promesses et de passer à l'exécution de celles-ci. L'une des priorités les plus importantes pour cette Assemblée à venir, au-delà de la mise en place du bureau, ce sera le vote du budget avant la fin de l'année. Ensuite, nous avons aussi d'autres perspectives par rapport à cette Assemblée. Comme vous le savez, il y a eu les assises de la justice qui ont été organisées au Sénégal il y a quelques mois. C'était l'une des mesures fortes du président Diomaye Faye lorsqu'il est arrivé. Je crois que l'une des priorités, ce sera aussi de voir quelles réformes il faudra mettre en place pour justement renforcer cette justice. Il y a aussi un élément qui est intervenu dans la campagne, c'est la mise en place d'une haute cour de justice au niveau de l'Assemblée nationale, qui aura pour rôle, j'allais dire, d'entendre des ministres qui auraient potentiellement eu à connaître des affaires de mauvaise gouvernance dans leur gestion durant leur fonction de ministre. Le PASTEF devra donc relever de nombreux défis. Sur le plan économique, la gestion du scandale de la dette cachée et révélée par un audit gouvernemental sera scrutée de près. Les nouvelles autorités ont promis de traduire en justice les responsables des malversations financières de l'ancien régime. Le chômage dépasse les 20%, les comptes publics du pays sont dans le rouge avec un déficit budgétaire de 10% du PIB. Le ratio dette-PIB fin 2023 atteint plus de 80% contre 73% annoncé précédemment, ce qui a poussé le FMI à suspendre un programme d'aide de 1,8 milliard de dollars entre Dakar et l'institution de Bretton Woods. Sport dans ce journal. Le championnat national Ligue 1 Orange a démarré le samedi 23 novembre dernier et c'est la toute première édition du championnat professionnel dans notre pays, diffusé sur TM1 TV. Les enjeux de cette saison, on en parle avec l'invité de ce journal, M. Sidi Bekay Magassa. Il est le secrétaire général de la FEMAFOOT. Bonsoir à vous, M. Magassa. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Avant de parler de la nouvelle saison du championnat national qui a débuté ce week-end, quel bilan peut-on faire de l'édition précédente? Bon, merci bien, madame, pour votre question. La saison écoulée a été une saison tellement belle parce que on ne cesse de le dire, nous avons pu terminer la saison à bonne date et tout le monde a eu son compte. Le Djilo a été déclaré champion et le Stade a remporté la Coupe nationale. Et donc, la saison 2024-2025 du championnat national Ligue 1 Orange est lancée depuis ce week-end, comme on a pu le voir sur nos antennes. Quelles sont les particularités de cette nouvelle édition? Bon, c'est toujours les mêmes équipes qui vont compétir. Cette année, c'est 14 équipes. Et seulement, on a changé seulement le nom. Ça devient maintenant un championnat professionnel parce que les équipes sont contraintes de faire signer les contrats aux joueurs. Donc ensuite, la fédération ne serait plus la belle maman. Elle va laisser les équipes se prendre un peu en charge. Et c'est ça la particularité. La saison se joue jusqu'en 2025, c'est ça? Bien sûr, jusqu'au mois de mai 2025, normalement. Les Aigles seniors sont aussi qualifiés pour la prochaine CAN au Maroc en 2025. Entre les compétitions nationales et les coupes continentales, comment est-ce que la FEMAFOOT compte s'organiser pour une meilleure participation de nos équipes? Bon, bien sûr, c'est une très bonne question. C'est souvent une prouesse que nous faisons pour essayer de concilier le national de l'international.
Par exemple, pour les Aigles A, il n'y a pas beaucoup de problèmes parce que la plupart des joueurs sont des joueurs expatriés. Donc, quand ils jouent, on peut jouer en même temps, parallèlement au match de l'équipe nationale A. Mais cette année, il y a une particularité, c'est l'équipe nationale locale qui joue, qu'on appelle l'équipe Chan. Donc, à partir du mois de décembre, déjà, ils vont jouer le match aller, le match retour. Comme c'est les joueurs locaux, on est obligé d'arrêter le championnat parce que probablement l'entraîneur va prendre 1 ou 2 joueurs dans chaque club. Donc ça va nous gêner terriblement, mais c'est un passage obligé. Il y a aussi nos 2 clubs qui sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des clubs. Quand elles aussi, elles jouent, je veux dire, on est obligé d'arrêter à un certain moment. Ça va nous perturber cette année beaucoup. Alors, des défis, il y en a forcément. Quelle est votre plus grande inquiétude? Je parle de la FEMAFOOT. Bien sûr, c'est le problème de finances. Nous avons de grosses difficultés, c'est pourquoi le championnat même a commencé avec 1 mois de retard sur le planning, parce qu'il fallait trouver de l'argent pour donner aux équipes pour un début. Parce que le football malien avait cette particularité que toutes les charges étaient sur le dos de la fédération. Maintenant qu'on passe au professionnalisme, maintenant c'est les équipes même qui doivent prendre le plus gros des charges. Donc maintenant, il s'agissait de trouver un peu d'argent, de fonds à leur allouer pour qu'elles commencent dans les meilleures dispositions. Alors, une dernière question, M. Magassa, pour finir. Un mot sur le partenariat de diffusion qui lie la FEMAFOOT à TM1 Télévision. Bon, je pense que nous sommes très contents. Peut-être même les petites difficultés sont du côté de la FEMAFOOT parce qu'on n'arrive pas à planifier de façon correcte nos compétitions. Sinon, TM1 a fait véritablement sa partition et c'est le lieu de remercier cette chaîne-là qui nous permet aujourd'hui de vendre mieux l'image du football malien. Peut-être que si nous, on a un peu de... Comment on appelle ça encore? Si on s'y engage un peu, on peut trouver des sponsors parce que souvent les matchs de le championnat national sortent sur TM1. Donc nous, on ne fait que vous remercier en espérant que le partenariat va durer le plus longtemps possible. Merci à vous également d'être passé sur ce plateau. Merci madame. Je rappelle que M. Sidi Bekay Magassa est le secrétaire général de la FEMAFOOT. Avec lui, il a été question du championnat national Ligue 1 Orange. Et c'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. À demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir à tous.